Allez, la deuxième partie, la troisième partie de cette émission. D'ailleurs, si vous nous regardez en replay, vous pouvez vous refaire la première partie et la seconde partie sur le Phocéen. Adrien Mohem 91 qui nous dit je trouve ce talk pas très constructif, il n'y a rien à se mettre sous la dent, question mercato. Et pardon, c'est vous qui me lancez sur des sujets A, des sujets B, des sujets C. Moi je suis là pour vous répondre à vos questions. Et le focus, j'ai voulu lui faire sur Macourt parce qu'il a fait une interview à nos confrères du JDD et que donc c'est l'actualité. Donc pardon si cette émission ne t'éclaire pas plus que ça, mais tu sais, tu as aussi un site qui s'appelle lephocéen.fr où tu as toutes les actualités en temps réel, donc tu peux aller lire. Et c'est pas mal aussi, ça t'apporte aussi pas mal d'informations. C'est Xavier Marine, c'est ça? Xavier est avec nous, il me semble. Salut Seb. Salut Xavier. Tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien et je te remercie de ton appel. Parfait. Merci encore de m'avoir pris. Pour un fidèle comme moi du Phocéen depuis que tu as monté la chaîne, depuis des années. Voilà. À un certain âge, je pense que je me rapproche du tien. Ouais. Voilà, et écoute, non, je voulais rebondir sur le sujet sur lequel tu as débattu auparavant. Ouais. Parce que je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi, et je te félicite sur la hauteur sur laquelle tu prends sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que d'un point de vue prisme marseillais, on est là, joueurs, dirigeants, etc., et on se focalise un peu trop sur le présent et le futur, cette construction que Macourt a eue de cette nouvelle OM, c'est l'élément essentiel de base, et je suis complètement d'accord avec toi, donc voilà, je voulais le souligner. Parce que sans Franck Macourt, clairement, même Hérault, hein, je suis sur le même principe, parce que Hérault, faut pas oublier que c'est lui qui va nous chercher Longoria, si je me trompe, non? Et oui, c'est lui qui le ramène en tant que directeur sportif. Et voilà, donc du coup, il nous le ramène, ça a pris du temps, et finalement, on a réussi à l'avoir, parce que ça s'est pas fait de suite. Il avait une autre liste de prétendants, entre Macourt Lopez, finalement Macourt, Longoria, finalement Hérault, il a pris Longoria, enfin voilà. Il y a quand même des éléments, et pour moi, ça donne beaucoup de feu vert et beaucoup de crédibilité dans le management de Franck Macourt. Mine de rien, même s'il prend de la hauteur lui aussi et qu'il n'est pas tout le temps là, je pense qu'il a su placer les bons éléments. Il s'est trompé à un moment donné, mais après il a rectifié, et il a su placer les bons éléments et au bon endroit. Et là, qui dit pas Hérault, ne dit pas Longoria. Qui dit pas Longoria, dit pas forcément Benafia. Enfin voilà, tu vois, tout se trame dans ce sens-là, quoi. C'est exactement ça. Et puis la vie, elle est faite de, je parle souvent des dynamiques, mais elle est faite aussi de cycles. Je connais pas un club en Europe ou un club dans le monde, ni un sportif, et je prends souvent l'exemple de Djokovic, qui reste tout le temps en haut, mais perpétuellement. Il n'y a personne qui est resté tout le temps en haut dans sa vie. Je parle sur des années. Évidemment, si tu prends quelques exemples ciblés où la personne a fait une carrière plus ou moins courte, peut arriver à rester au top. Mais ou quelques exceptions rares, mais même Teddy Riner, il a fait quelques contre-performances, même s'il a tout gagné, il y a personne qui peut rester toujours tout en haut, tout en haut, tout en haut. La Juve, à un moment donné, massacrait tout le monde en Italie, puis ça fait quelques années, ils sont dans le creux de la vague, c'est plus l'Inter qui est devant, l'année dernière c'était Naples, donc je veux dire, la vie elle est faite de rotation comme ça. Bon, le Bayern en Allemagne, c'est quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup d'années qu'ils sont sur cette première place, même si ils ont perdu face au Bayer Leverkusen il y a 2 ans, que des fois Dortmund pointe le bout de son nez, mais régulièrement c'est eux qui y sont. Mais nous, voilà, on a eu notre période faste sous les années Tapie, avant sous les années Leclerc. Bon, mais là, pour l'instant, on se heurte à un mur qui s'appelle le Qatar, qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Il faut être réaliste, il faut être objectif. Mais moi, c'est plus... C'est pas ce que je voulais dire quand je remerciais Macourt et que je l'ai mis en avant. C'est parce que, quelque part, j'ai rien à reprocher. Évidemment, tous... Xavier, toi le beau premier, tu voudrais qu'ils mettent 2 milliards d'euros sur la table, que nous aussi on recrute les meilleurs joueurs du monde pour concurrencer le Qatar. Sauf que je pense que tu es quelqu'un de raisonnable, de réaliste, et que tu sais très bien que tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser comme ça des milliards. Si tu n'es pas un État souverain comme le Qatar et que tu n'as pas des fonds illimités, il n'y a personne qui peut faire ce qu'ils font, à part City avec un autre pays derrière eux. Mais sinon, à part Paris et City, je connais personne qui a des moyens quasi illimités non plus, quoi. Non, mais après pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, je pense que tout est une période, et comme tu dis, d'acheminement.
Là, la construction, ça va dans une certaine logique et c'est peut-être pour certains, ça prend du temps. Mais je trouve qu'en nous, on a une vraie lisibilité sur ce que veut entreprendre notre futur OM et nos dirigeants. Et en fait, on y va petit à petit, on y va échelon par échelon. Ça sert à rien de vouloir trop tout rapidement. Combien de clubs ont eu des investisseurs qui sont arrivés avec pour mettre le paquet? Je te cite pour exemple le Valence de Pablo Longoria. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un Asiatique qui arrive, un propriétaire asiatique et qui arrive et qui dit à Longoria, tiens, bah, fais-toi plaisir. T'as une grosse masse financière, je t'apporte de l'argent à Valence. Et en fait, au bout du compte, il s'est retrouvé à vouloir acheter un peu plein de prospects, de joueurs, etc., parce qu'il était recruteur avant tout. Et en fait, il a même ramené Kang In-lee, qui était une future star à l'époque coréenne, qui a commencé là-bas. Enfin, il a ramené plein de joueurs, et au bout du compte, ils sont chutés aussi rapidement. Donc en fait, ça sert à rien de vouloir tout de suite, comme tu dis, le milliard, etc. Moi, tu m'as posé la question de savoir si, que j'aimerais avoir le Saoudien qui arrive et poser 1 milliard sur la table. Bah, en fait, je suis peut-être un des seuls Marseillais où je vais te dire non, moi je voudrais pas ça. Moi, je veux que chaque année on pérennise le projet et qu'on arrive, peut-être, ça prendra du temps, un peu plus de temps que prévu, mais qu'on arrive à consolider nos fondations et nous dire, bah voilà, on est arrivé au bout d'un projet qui a été mené sur 10 ans peut-être d'ancienneté par le même président et le même actionnaire, etc. Et au bout du compte, on a gravi les échelons un par un pour se permettre d'être dans les top 10 européens. En fait, l'effet effervescence, dans le sport, ça n'a aucune importance. Parce que voilà, c'est super, tu prends ta dose de dopamine d'un coup, boum, et t'es content parce que t'as gagné le titre 1 an, et 10 ans après, regarde avec Deschamps, combien d'années on attend? Eh ouais, il a investi, d'affilée, etc. On s'est retrouvé dans la merde après, pardon, excuse-moi du terme, et au bout du compte, on est là et on galère petit à petit. Donc il faut y aller doucement mais sûrement. Je sais que c'est pas très marseillais. Moi, le premier, j'aime bien voilà, avoir des gros joueurs, etc. Mais je pense que là, on est en période de construction. Benassia nous fait un bien fou. Longoria a su déléguer parce qu'il fait quelque chose qu'il ne savait pas faire aussi. Donc ça, il faut faire amende honorable pour lui. Il arrive à déléguer, il donne les clés à Benassia, quelqu'un de très compétent. On se rend compte que je pense que c'est un des meilleurs de France et il fait partie du top 10 en Europe à son poste. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je pense qu'il faut gravir petit à petit les échelons et pas nous voir entre guillemets plus beau de ce qu'on est. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup de ton appel. On a pas mal d'appels qui attendent, donc je vais te remercier. Après là, le seul truc que je disais, parce que je n'aime pas, c'est pas une histoire d'être une girouette, mais moi je suis quelqu'un de droit et qui a une parole, et après ça ne m'empêche pas de me remettre en question ou de faire évoluer mon propos, mais j'ai jamais dit je crache dans la soupe si une superpuissance, qu'elle vienne, peu importe de où elle vient dans le monde, mais qui ne correspondrait pas forcément avec ce que moi je pense. Parce que si demain, allez, reprenons l'exemple de l'Arabie Saoudite, ils viennent à l'OM, ils rachètent le club, et que demain tu gagnes la Champions, tu mets des coups au PSG parce que tu as encore une meilleure équipe qu'eux, je ne peux pas dire non, je ne serais pas content, parce que je serais un menteur. Moi, je dis les choses que je pense vraiment. J'affirme les choses sur lesquelles je sais que ce que je dis, c'est vraiment... Là, je serais tellement content de voir l'OM sur le toit de l'Europe. Voilà, c'est exactement ce que je disais pour Greenwood. Le mec arrive, je fais... Et après, il marque des buts à l'appel, et puis il a fait une saison exemplaire. Donc, tu te dis, puis il a droit à la chance. Donc, en fait, la vie, elle est complexe. Donc, moi, je préfère arriver à être champion avec ma courte. Voilà, parce que je trouve qu'en plus, on sera le petit poussé qui est arrivé à vaincre l'ogre. Mais si demain, il y a quelqu'un qui vient, peu importe d'où, et qui remet l'OM sur le toit du monde, je pourrais pas dire que je suis pas content. Je réponds avant de prendre un auditeur à 7 qui nous dit « Seb, j'ai 3 questions. Mercato, souhaites-tu tenter la piste Luka Jovic en attaque ?» Pourquoi pas, ça pourrait venir renforcer. Après, s'il y a d'autres possibilités, je suis preneur aussi, parce que je suis pas forcément... mais il y a des joueurs comme ça où... C'est ce que je vous dis, moi, la difficulté que j'ai à parler de joueurs, c'est que déjà, il faut les voir jouer énormément de fois. C'est pas mon cas sur Luka Jovic, donc je vais pas te dire oui, franchement, c'est un monstre ou pas un monstre. Et deuxièmement, même si tu le vois jouer fréquemment,
j'ai tellement vu de joueurs arriver à l'OM qui étaient trop forts et qui ont été nuls. Ou tellement vu arriver de joueurs qui étaient ouais ça va et qu'en fait ils étaient incroyables, que moi je veux les voir jouer avec l'OM pour donner mon avis. Je les vois jouer avec l'OM et je te dis voilà, au bout de 2-3 matchs, je pense, j'ai dit le petit Koné, je pense que c'est un monstre, je maintiens, je pense que le petit Koné c'est un monstre. Alors il est parti, il ne reviendra pas à l'OM, mais je pense qu'on en entendra parler et qu'il est fort. Alors, quand je dis c'est un monstre, c'est façon de parler, c'est marseillais. Mais il fera une carrière sympa. Et quand il est venu jouer contre nous, ben, il a mis 9 frapasses, il a mis un but. Ouais, j'ai pas été étonné. Je me suis pas dit, oh, qui c'est lui? C'est un truc de fou. Ben ouais, c'est le petit Koné. La deuxième question, est-ce que tu n'es pas hypé par la forme physique de Kondogbia? Mais moi, j'ai jamais eu rien à reprocher physiquement dans le fait. Moi, je suis un peu en surpoids, un peu beaucoup. Lui, il a toujours été assez affûté, Kondogbia. C'est plus qu'il est en cristal, qu'il se blesse régulièrement. Mais sinon, moi, si Kondogbia il joue au niveau que je l'ai vu faire avec l'Olympique de Marseille certains matchs, je le garde dans mon équipe tous les jours. C'est un monstre. Le problème de Kondogbia, c'est qu'il fait comme ça, quoi. Voilà. Des fois, il te fait des matchs, il est là. Des fois, il te fait des matchs, il est là. Donc, la constance, elle n'y est pas trop. Mumbagna, pareil. Accepterais-tu un départ de Balerdi à 50 millions d'euros si on recrute le jeune défenseur turc de 20 ans, Youssouf Akçiçek Ben, la vérité, c'est que tu sais que ce que tu as, tu sais pas ce que tu auras. Balerdi, je sais le niveau qu'il a, je sais qu'il est fait pour l'Olympique de Marseille, je l'ai vu. Il a mis du temps, il s'est adapté, mais je l'ai vu. Est-ce que ce jeune Turc, il y arrivera, aussi fort soit-il, en termes de potentialité, même si Mourinho a dit de lui, oui, c'est un des meilleurs défenseurs que j'ai vu dans ma vie, évidemment, dans le sens de jeune en termes de potentialité, parce qu'il a eu des cracks, des craquitos, l'ami Mourinho, mais il a dit à son âge, c'est une des plus grandes potentialités que j'ai vues. Ouais, très bien, monsieur Mourinho, mais l'Olympique de Marseille, c'est quand même un contexte particulier, donc à voir comment il s'adapterait. Donc, si tu vends Balerdi 50 millions d'euros, que tu prends ce jeune Turc qui te fait une saison de fou, je te dirais, ben ouais, j'ai été content. Mais c'est toujours pareil. Je sais pas si je prendrais le risque. Je préférerais autre chose. Charlie Goyard qui nous dit Newcastle avec l'Arabie Saoudite, c'est pas pour autant qu'ils tapent tout le monde. Alors oui, bien sûr, ils ont progressé. Ouais, c'est pas non plus dit que tu arrives et que hop, tu es sur le toit du monde non plus. Mais c'est mieux quand tu as de l'argent que tu n'en as pas. Allez, Michael est dans la place, me semble-t-il. Oui, salut. Salut Michael. Tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien. Merci d'avoir appelé. Bah, de rien. Alors, en première partie, tu as eu une remarque sur l'OL. Et tu as répondu sur le plan sportif que tu préférais forcément affronter l'OL que Guingamp ou d'autres clubs. Ouais. Alors, moi j'aimerais déplacer le débat sur un autre point. Yes. Parce que de la gestion de Textor de l'OL, il y a 2 cas qui m'ont particulièrement choqué. Le premier, c'est transfert d'Ernest Nuama. À cette époque-là, Lyon était sous sanction de NCG, ne pouvait pas recruter. Donc qu'est-ce que Textor a fait? Il a fait acheter Nuama par Molenbeek. Molenbeek, club belge qui appartient au même groupe que Lyon via Eagle. Il prête après Nuama à Lyon. Donc Lyon contourne une sanction de recrutement via un tour de passe-passe de multipropriété. Alors que Molenbeek n'a pas l'argent pour le faire en plus. Hein. C'est vraiment des fonds qui sont pas de mon club, qui sont dans le groupe. Le deuxième cas, et plus récent, c'est Thiago Almada. Pareil, Lyon est encore sous sanction de la DNCG, en plus relégué administrativement. Et qu'est-ce que fait Textor? Botafogo, qui est aussi un club qui appartient à la même direction, il fait prêter gratuitement le joueur Thiago Almada, qui a aussi une valeur importante, à Lyon. Alors, c'est pas aujourd'hui pour ça que Lyon est attaqué, Lyon est relégué. Mais quelque part, on touche quand même des limites de la multipropriété. Là, moi, il y a 2 cas qui, d'un point de vue éthique, me dérangent. Et ce que je comprends là des problèmes de Lyon, c'est que Textor, il dit, mais on a de l'argent. Et quand il dit on a de l'argent, ce que je comprends, c'est que l'argent, il est dans le groupe, Eagle. Et ce que la DNCG répond, c'est non, l'argent, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit dans l'OL. Et c'est là qu'ils ne sont pas d'accord. C'est quelque part, c'est le modèle de multipropriété qui pose problème. Donc, quelque part, moi, ça me va bien, même si c'est pas le sujet qui me choque énormément, c'est quand même un modèle qui me pose problème. Je veux savoir ce que tu en penses. Je peux être que d'accord avec toi. Et si on va plus loin par rapport à ce que tu dis, moi, ce qui me choque,
enfin, choqué, c'est peut-être pas le terme, mais ce qui me laisse dubitatif, c'est que, c'est un autre sujet, mais qui rejoint le tien, c'est qu'au-delà de la multipropriété, tu t'aperçois souvent que les joueurs, ils ont même plus leur mot à dire sur leur plan de carrière. C'est-à-dire que quand tu es joueur, on te dit tu vas là, tu fais ci, tu fais ça, tu fais cet autre, et si toi tu as une volonté propre, ben, c'est difficile à la faire respecter, et il y a peu de joueurs qui savent se faire respecter. C'est beaucoup les agents qui tirent les ficelles, et c'est devenu vraiment quasiment plus que du business, alors que moi je rêve d'un monde où les joueurs ils aient la possibilité d'aller dans des clubs qui leur plaît vraiment. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais à partir du moment où un joueur, t'appelles ça un actif, parce que rentre dans ton bilan, il considéré comme un actif, c'est plus un joueur de foot, c'est plus un être humain, c'est un actif. C'est ça. C'est ça. Et moi, comme c'est des jeunes hommes en général, en tant qu'ancien professeur des écoles, forcément, ça m'irrisse le poil qu'on traite les êtres humains, comme tu le dis, d'actifs et qu'ils n'aient pas leur mot à dire. Mais bon, après, on ne va pas non plus pleurer sur des gens qui gagnent des millions d'euros. Alors, pas tous, mais quand ils sont reconnus et connus, bien évidemment, ils gagnent très très bien leur vie. Ceci étant dit, comme je te le disais, moi je parlais plus de Lyon par rapport à... Si tu veux, moi j'aime les grands combats. Aujourd'hui, j'ai la chance dans le tennis de voir émerger Sinner et Alcaraz. Donc, quand Djoko il tape Sinner ou il tape Alcaraz, ou d'ailleurs à ce moment il se fait d'ailleurs beaucoup plus taper que ce qu'il tape. C'est des gros combats, c'est des beaux matchs. Franchement, depuis l'arrêt de Nadal et Federer, disons que Sinner et Alcaraz, ils sont pas encore dans le circuit parce qu'ils ont 2-3 ans de moins. Donc ils vont arriver sur le circuit, mais ils sont pas encore là. Djokovic, il affronterait qui? Zverev, Medvedev, enfin des joueurs que j'aime bien, mais il les massacrerait tous. D'ailleurs, il se fait battre tout le temps, je parle dans les grands chelems, par Sinner ou Alcaraz, mais pas par les autres. Ça veut dire que s'ils n'étaient pas là, ils n'auraient pas d'adversité. Donc ça serait un peu le Paris Saint-Germain de notre Ligue 1. Ils gagneraient sans adversité. Là, par chance, il y a Alcaraz et il y a Sinner. Donc du coup, on voit des énormes matchs. Et d'ailleurs, la dernière finale de Roland-Garros entre Sinner et Alcaraz était un modèle du genre parce que franchement, c'était un match épique, c'était un match de fou. On est passé par toutes les émotions. Et moi qui suis un fan absolu de Djoko, je me suis quand même éclaté de fou pendant les 5 heures et plus qu'a duré ce match parce que c'était beau. Donc sur le même principe, si tu veux, Michael, je préfère voir un OM Lyon, un OM Paris, un OM Bordeaux, un OM Saint-Etienne, c'est-à-dire des rivalités, que d'avoir un OM Guingamp, même si on peut avoir des matchs magnifiques. Voilà, Lens aussi, tu vois, d'un point de vue culturel, les Lensois, leur ferveur, leur passion. Je veux dire, quand on se déplace à Lens ou qu'on les reçoit, il y a toujours c'est toujours épique, quoi, tu vois. Voilà, donc il y a des clubs comme ça qui, pour moi, font l'histoire du championnat de France. Mais après, si Lyon mérite de descendre en Ligue 2, qu'ils descendent en Ligue 2. Je vais pas pleurer sur leur sort, comme je pleure pas sur Bordeaux non plus. Je te rejoins à 100% sur le côté adversité. C'est sûr que, comme tu disais, à Parc sans péril, donc si on s'en va, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais le problème, c'est la régulation. Si les clubs autour, ou même l'OM, trichent en contournant les règlements, c'est bien qu'il n'y ait plus de régulation. Donc moi, ce qui me dérange, c'est le rôle de la DNCG qui a validé les magouilles avant. Ils commencent à taper du poing sur la table maintenant. J'ai envie de dire, enfin, c'est pas plus mal. Donc moi, malheureusement pour Lyon, ça tombe un peu sur eux, mais ils ont quand même fait n'importe quoi. Donc quelque part, même pour l'exemple, ça me dérangerait pas que les sanctions soient fortes. Mais je suis d'accord avec toi. Prenez des sanctions, si sanctions il doit y avoir, et tant pis pour un de nos meilleurs ennemis, ils iront faire un petit tour en Ligue 2 et puis ils remonteront ou pas, mais on a assez mangé notre pain noir pour nous réjouir actuellement de la bonne période de l'Olympique de Marseille qui nous laisse augurer des jours meilleurs dans les années à venir. Michael, merci beaucoup pour ton appel. Marine, est-ce qu'on a un dernier appel? Allez. On va prendre un dernier appel. OM13 qui nous dit si ça avait été l'OM à la place de Lyon, personne ne nous aurait soutenu. Oh, j'aime pas trop, moi, ces postures OM13 de genre Calimero, ouais, mais nous, tout le monde est contre nous, nani, nana. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit l'OM est irremplaçable en France. C'est un club extraordinaire, donc bon. Tage32 sur YouTube qui nous dit est-ce que le Phocéen pourrait racheter l'OL?
Ben, déjà pour faire quoi? Pour les couler encore plus peut-être. Et 1 euro symbolique, ouais, je pourrais, 1 euro symbolique. On a Jean-Pierre, il me semble, comme dernier invité. Merci beaucoup de ton appel, Jean-Pierre. Bonjour Seb. Salut. Ça va? Ben écoute, impeccable. Ok, en première chose, je voudrais te féliciter de tout le travail que vous faites depuis des années sur le Phocéen. Merci. C'est bien qu'on puisse l'été, quand il n'y a pas de match, au moins parler de l'OM et tout ça, ça fait plaisir. Ouais. Et puis aussi pour te dire que je suis vraiment content que tu aies parlé de Jacques-Henri Hérault et qu'enfin quelqu'un dise du bien de lui, parce que quand même ça a été une personne qui a été vraiment maltraitée à l'OM. Il a dû partir un peu comme ça, quoi. Il n'a pas pu rester, et je pense qu'il a fait un bon boulot, et c'est bien que tu puisses le dire. Et puis voilà, quoi. Ben, moi, si tu veux, Jean-Pierre, parce que bon, Jacques-Henri Hérault, je l'ai quand même pas mal côtoyé. C'était quelqu'un. Je vais vous raconter cette anecdote. J'ai déjà raconté, mais je sais que quand je raconte des anecdotes, vous n'êtes pas tous forcément connectés. Vous avez peut-être loupé l'émission. Donc, je vais vous re-raconter cette anecdote. Tant pis, Marine, elle sait que quand c'est moi, on déborde toujours un peu. Qui, je pense, traduit parfaitement ce qu'a été Jacques-Henri Hérault, en tout cas pour moi, à l'Olympique de Marseille. Vous vous souvenez tous de cette image où, à un moment donné, on voit Jacques-Henri Hérault affiché, avec une nana avec le maillot du PSG. Bon. On voit ça circuler sur les réseaux sociaux, évidemment, avalanche de posts où il se fait incendier, oui, regardez Jacques-Henri Hérault, mais on a qui comme président? Non, mais on a le président le plus nul de toute l'histoire de l'OM, le mec s'affiche avec une nana aux couleurs du PSG, c'est une honte, etc., etc. Bon, moi, quand je vois la photo, je l'appelle, je dis, président, je dis, c'est un truc de fou, pourquoi? Il me faut une explication, parce que je ne peux pas arriver à comprendre de vous voir avec une nana qui a le maillot du PSG. Bon, Jacques-Henri me répond, il me dit, voilà Sébastien, je t'explique comment ça s'est passé. Je suis arrivé pour l'inauguration de ce stade de foot, ou parce qu'on m'a invité pour une inauguration, ou pour... Bref, il m'a dit, je suis là. Et il me dit, je vois cette gamine avec le maillot du Parc des Princes, et je la chambre, du Parc des Princes du PSG, je la chambre, je lui dis... il faut être courageuse pour mettre le maillot du PSG à Marseille. C'est franchement, même si tu es une fille, bravo, tu as de l'audace. Et il lui dit, d'autant plus que Paris venait de se faire éliminer de manière pitoyable en Coupe d'Europe. Et donc il lui dit d'autant plus que ton club il vient de se faire éliminer de manière pitoyable, et toi quand même tu portes le maillot, il lui dit. Et donc il la chambre un petit peu amicalement. Et cette petite le regarde et lui dit, vous savez président, on n'est pas supporter d'un club juste dans la victoire, ou juste quand ça gagne, ou juste quand on est fier, parce que ça nous apporte de la joie. On est supporter d'un club à la vie, à la mort. On est supporter d'un club parce que ça gagne, mais parce que ça perd, parce qu'on est tous ensemble, et parce qu'on est supporter d'un club parce que c'est notre club, parce qu'on s'est identifié à ce club à travers ses valeurs, à travers ce que ça représente, etc. Donc oui, le PSG s'est fait éliminer pitoyablement, mais moi je suis fier de mes couleurs, fier de Paris, fier du PSG. Donc même si on s'est fait battre de manière honteuse, je mets quand même mon maillot, parce que c'est pas que dans la victoire qu'on met ce maillot. Et elle enchaîne en lui disant, donc elle lui fait tout ce laïus, et elle enchaîne en lui disant, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait faire un selfie ensemble? Et il me dit, Sébastien, la vérité c'est que j'ai tellement été touché par son discours, par ses valeurs, qui pour moi sont les valeurs du sport. Je me suis complètement retrouvé dans ce qu'elle a dit, que j'ai dit bien sûr avec plaisir. J'ai fait la photo, et de là tout le monde a dit, regardez le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, quel imbécile c'est, il pose sur une photo avec une nana qui a le maillot du supporter, et il m'a dit, il faudrait qu'on arrive à faire évoluer les mentalités, pour que ça soit plus aussi diabolisé, là, parce qu'au final, c'est les valeurs du sport. J'ai dit la problématique, président, c'est que
Il y a trop d'antagonisme, il y a trop de rivalité. On ne peut pas. Mais d'un autre côté, je vous pose la question aujourd'hui. Qui ne comprend pas qu'il ait pris la photo à la lueur de toute cette explication avec la nana du Paris Saint-Germain? Je vais vous dire, moi je suis un tapé de l'Olympique de Marseille. Je suis un fou. J'ai créé un média, j'ai envie de ma passion grâce à vous qui nous suivez. Mais si demain j'ai la même anecdote, je vais voir quelqu'un, j'ai dit, et lui, non, il a mis le maillot de Paris, tatati, tatata, bref, je le chante comme il a fait Jacques Henriero. Et que derrière, la personne, elle me dit, ouais, et puis voilà, on a la même discussion et qui me dit, on peut se faire un selfie, pourquoi je lui dirais pas oui? Alors certes, lui, il était président de l'OM, il a une communication, il a une image à gérer. Mais enfin, par rapport aux valeurs du sport, et je pense que, voilà, Jean-Pierre, c'était Jacques Henriero, ça a été ça. Des maladresses, des incompréhensions, peut-être trop philosophes, peut-être trop, comment dirais-je, des fois je discutais avec lui, je me rendais compte à quel point, que, comme il disait, ouais, si on tire en dehors de la surface, ça devrait compter 2 buts parce que le geste est plus difficile. Intellectuellement, on peut comprendre ce qu'il veut dire, mais d'un point de vue, quand tu es amoureux du foot et que tu as joué au foot dans ta vie, tu te dis c'est une dinguerie de dire comme ça. Donc voilà, ça a été un mélange de quelqu'un d'intéressant intellectuellement, de quelqu'un voilà, qui n'a pas hésité à prendre position dans certains dossiers pour le bien du club, mais qui de temps en temps, de par sa vision, était peut-être un peu décorrélé d'une forme de réalité qu'on peut vivre à l'Olympique de Marseille. Exactement, je suis d'accord avec toi. Mais bon, il faut dire quand même qu'il a fait quelques bonnes choses à l'OM, au niveau du centre de formation, au niveau de récupérer le stade Vélodrome, tout ce qui est billetterie, tout ça. Bon, il a fait quand même pas mal de choses. Donc voilà quoi. C'est bien que tu peux le dire et c'est important. Autre chose, je vous trouve super. J'adore ce que vous faites et tout ça. Mais par contre, je sais pas. Je pense que des fois, vous êtes un peu dur avec les jeunes joueurs qui arrivent à l'OM. Par exemple, comme le Portugais Vitinha. Vous l'avez bien défoncé quand même, je trouve. Après, il y a eu Luis Enrique aussi. Donc, je me demande, est-ce que c'est bien parce que vous avez vraiment du pouvoir. Votre site a vraiment du pouvoir. Et donc, vous pouvez faire un joueur et le défaire aussi en même temps. Donc, je sais pas si des fois, il faudrait être un peu plus tranquille. C'est mon avis, hein. Et puis, voilà, quoi. Mais bon, c'est juste, je dis, vous travaillez super, c'est bien, mais un peu de temps en temps, peut-être, être un peu plus sympa avec les jeunes joueurs. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Alors là, tu t'adresses à la personne qui a défendu Vitinha jusqu'à ce qu'il manque le loupé contre Monaco, où à la fin j'ai dit bon, je peux plus le défendre. Qui a soutenu aussi pas mal de temps Luis Enrique, alors que certains voulaient l'envoyer en Ouzbékistan. Donc je peux être que d'accord avec ta vision. Il faut laisser le temps au temps, permettre aux jeunes de s'adapter. Mais après, c'est en tout cas ma politique au Phocéen. Je ne veux pas d'un site où les journalistes ont l'obligation de relayer la sainte parole de Sébastien Volpe, l'illustre Sébastien Volpe, et donc ils doivent dire tous comme moi. Donc s'il y en a qui ont envie de défoncer Enrique, ils défoncent Enrique. S'il y en a qui ont envie de défoncer Vitinha, ils défoncent Vitinha. S'ils sont plusieurs, ils le font. Parce que moi, ce qui me semble riche dans la vie, c'est justement la diversité des opinions. Et c'est pas de dire, vous allez dire comme moi j'ai envie de dire, parce que sinon vous travaillez plus au Phocéen. Donc je peux que partager ton avis sur il faut laisser le temps pour que les jeunes, et au-delà des jeunes, pour laisser les joueurs tout court. Après, la problématique, Jean-Pierre, de l'Olympique de Marseille, c'est que quand tu prends quelqu'un comme Brassier, lui aussi, parce qu'il n'était pas bien vieux non plus, alors il n'était pas 17 ans, mais il n'avait pas 30 ans non plus, on aurait pu laisser un peu plus de temps à Brassier. Le problème de l'Olympique de Marseille, et c'est un problème que je connais bien pour suivre ce club depuis plus de 20 ans maintenant, c'est qu'il y a la pression du résultat. Il y a le besoin du résultat et tu ne peux pas te permettre, comme Monaco pourrait le faire, ou comme Lens pourrait le faire, ou comme Lille pourrait le faire, d'avoir des joueurs où tu te dis ils sont pas prêts. On l'a fait avec Balerdi.
Balerdi, il a fait des saucisses, mais on a tenu contre vents et marées pour en arriver au Léo Balerdi d'aujourd'hui. Mais c'est pas toujours facile de laisser la chance parce qu'on a besoin d'avoir des résultats, parce que le club le mérite, les supporters le méritent, parce que voilà, c'est un club qui est taillé pour être tout en haut de l'affiche. C'est pour ça que les copains qui bossent avec moi, de temps en temps, sont plus incisifs que ce que je pourrais l'être. Moi, je suis incisif et après, c'est fini. Une fois que les fils se sont touchés, j'en deviens presque con. Et je le reconnais humblement. Moi, c'est quand je vois la répétition des prestations au cours de plusieurs années qu'après, d'un coup, mon cerveau, il part en biberine. Je pense à quelqu'un comme Amin Harit. Je l'ai vu la première saison dribbler tout le stade, mais pas faire les bonnes passes. C'est pas grave, il va progresser. La deuxième saison, il dribble tout le stade, le gardien, et il les redribble tous encore une fois un par un. Et il fait encore pas une action décisive, soit en tirant, en marquant, soit en faisant une passe D. Et la troisième saison aussi, la quatrième saison aussi. Et en fait, je ne le vois que faire des dribbles constants. Et en plus, le truc le plus fou, c'est qu'en plus, pour moi en tout cas, il est très très bon. Il a vraiment une potentialité de dingue. Mais dans la dernière séquence, dans le dernier choix, la dernière passe D ou le dernier tir qui peut te faire gagner un match ou du moins te permettre de récupérer un but, le mec se trompe toujours Alors des fois, comme l'année dernière face à Brest lors du match d'ouverture de la saison, il a été exceptionnel. Il a été très bon, comme il l'est très bon d'ailleurs dans les dribbles ou quoi. Et en plus, dans les dernières passes, il a fait des passes D, il a été très bon. Et j'ai toujours dit, moi, Amin Harit, s'il joue comme ça, évidemment, j'en fais une statue au Phocéen et je le veux pour toujours. Malheureusement, il ne joue pas tout le temps à ce niveau-là. Et moi, je critique les gens où, voilà, quand c'est toujours pareil, Kondogbia, ça fait quelques temps qu'il a loin maintenant et il est toujours blessé un match sur deux. Moi, je veux bien donner la chance, Jean-Pierre, mais après, il faut qu'à un moment donné, le mec, soit par son hygiène de vie, soit parce qu'il fait il fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il doit faire, mais il arrête de se blesser en permanence. Il y a un changement quelque part. Moi, si Amin Harit, il avait été plus performant, je dirais, putain, vous vous rendez compte, Amin Harit, un peu à l'exemple d'un Balerdi. Balerdi, on y a quand même un peu tapé dessus en raison des bourdes qu'il faisait. Et là, maintenant, tout le monde dit « Ah, Balerdi, c'est un craquitos. » Ouais, c'est un craquitos, mais faut voir d'où il est venu. Donc, c'est difficile parce que, voilà, il faut savoir laisser la chance aux gens. Et en même temps, on a besoin de résultats maintenant et pas de résultats demain matin. Oui, je suis d'accord. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, toutes les saisons, il y a une tête de Turc. Il y a toujours un joueur qui est pris en grippe. Et puis bon, ça commence par un petit commentaire, et puis après ça se rajoute. Et puis après le joueur il perd tous ses moyens, donc c'est nos joueurs de Marseille, donc on doit essayer au maximum d'être derrière eux, parce que le sport, on peut être bon et tout ça, mais si la tête ne suit pas, c'est foutu quoi. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Mais et puis je te dis, moi, je suis d'accord avec toi. On a toujours une quelque part, c'est pas une histoire de tête de Turc, mais c'est moi en tout cas comme je le vis quand je commente ou quand je participe aux émissions, c'est que en fait, si tu veux, ça dépend des joueurs et ça dépend de l'attente que j'ai par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que là, quand l'équipe elle va arriver, je vais me dire ah Rouli, il est incroyable, Balerdi il est très bon, Murillo je l'adore, etc., etc. Et en fonction du repère que j'ai dans ma tête, si après derrière ça ne répond pas à mes attentes personnelles, je suis déçu. Luis Enrique par exemple, pour reprendre le cas dont tu parlais tout à l'heure, moi j'ai toujours vu une grosse potentialité à ce joueur. Et il nous l'a montré au cours de certains nombres de matchs où il arrivait à faire parler sa vitesse, parler sa technique, il arrivait à être décisif, il arrivait à être efficace, c'était incroyable. Et j'ai dit à tout le monde, alors, vous voyez, vous lui tapiez dessus, et regardez comme il a élevé son niveau, notamment grâce à De Zerbi. Et puis, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, boum, il est retombé dans une forme de marasme, il a été moyen. Et à ce moment-là, Jean-Pierre, moi, personnellement, j'en ai fait une tête de Turc, mais il m'a gonflé parce que je veux bien défendre quelqu'un qui a un manque de repères, qui a un manque de confiance, à qui, comme tu le dis toi-même, et je te rejoins à 1000%, il faut donner la chance. Mais quand la chance on lui a donné, qu'il l'a en plus saisi, qu'il a été stratosphérique, qu'il a été au top, comment tu peux passer d'un match, de plusieurs matchs,
au cours desquels tu marches sur l'eau, d'un coup, tu retombes à plus oser tenter ta chance, à plus oser passer, plus oser... Donc là, pour moi, ça devient un problème de mental. C'est-à-dire que le garçon, s'il n'est pas sous couveuse, si tous les jours on lui dit pas, vas-y, tu vas y arriver, tu es le plus fort, il s'en sort pas. Et ça, l'OM, tu pourras jamais y arriver. Il te faut un peu comme André-Pierre Gignac, où en saison 1, tu as été exécrable, ou en saison 2, tu as été dans le dur, avoir une force mentale et croire en toi de fou pour avoir fait la saison 3 qu'il a fait l'Olympique de Marseille, où il a été très très fort. Parce que les 2 premières, il était cataclysmique. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'identifier ça chez les joueurs pour dire, ouais, eux, ils vont réussir, les autres, ils vont pas réussir. Garcia, ce qu'il a fait avec l'OM, pour moi, c'est pas inédit, mais c'est incroyable. Oh, le mec, on l'a traité de tous les noms, il a été remplaçant, il rentre à Lyon, il marque, il est encore remplaçant derrière et tout. Et quand à la fin de la saison, De Zerbi fait appel à lui, le mec, il est encore de nouveau bon, voire très bon. Et il n'y en a pas beaucoup des Garcia. Moi, si on le garde dans le groupe, ce bonhomme, je le garde tous les jours parce que il fait pas de cinéma, c'est pas une pleureuse, et quand on fait appel à lui, généralement, il répond présent. Alors, comme tout joueur, que ce soit Olbière, que ce soit Rabiot, que ce soit Benasser, que ce soit Mason Greenwood, il passe à travers. Tous les joueurs cités, je les ai vus faire des mauvais matchs avec l'OM l'année dernière. Mais lui, on dirait que quand il fait un mauvais match, c'est la fin du monde. Moi, Garcia, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa mentalité et parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de fiable sur lequel on peut s'appuyer. Alors, il y a toujours plus fort, on peut toujours franchir des étapes et monter en gamme et en standing. Mais déjà, pour la rotation en tout cas, moi, Garcia, si on continue avec lui, c'est vraiment sympa. Pour moi, c'est très bien, Garcia, comment dire, en remplaçant le latéral gauche de l'équipe de Suisse. Pour moi, c'est pas mal. Hein. Donc, puis il tient la route, donc c'est très bien. Et merci beaucoup de m'avoir pris. Merci à toi. Puis un jour, si tu vas à Tenerife, je sais que tu aimes bien jouer au tennis. Donc, si tu as l'occasion de venir en vacances dans le sud de Tenerife, on peut se faire un petit match de tennis. Allez, écoute, moi le tennis, j'adore le regarder surtout parce qu'aujourd'hui, pour jouer, je joue plus au paddle, c'est un peu moins physique que le tennis, il y a moins de terrain à couvrir. Par contre, j'adore le regarder, mais si je passe du côté de Tenerife, on pourra aller se boire une bonne bière ou ce que tu voudras avec grand plaisir. Merci de ton appel. Je joue au paddle aussi, donc il n'y a pas de problème. Écoute, alors on pourra se faire un paddle avec grand plaisir. Il y a Phénoméno qui nous dit dans tous les clubs il y a toujours des joueurs qui sont pris en grippe par les supporters chaque saison. C'est pas qu'à l'OM et c'est pas qu'au Phocéen. Mais en vérité, et je vous assure, vous le croyez pas, c'est pas grave, mais on prend pas forcément des joueurs en grippe. On essaye, en tout cas moi j'essaye, et les autres copains qui bossent avec moi ils essayent aussi, puisque je les vois faire tout au long de l'année. Tu prends un gars comme Greenwood, par exemple, qui est très fort techniquement, mais qui de temps en temps, il était un petit peu dans le dur, physiquement, mentalement, etc., etc. Moi, ce qui m'agace, c'est quand je vois tant de potentialité chez un joueur et que j'ai l'impression qu'il gâche ce talent-là, que ce soit un Harit, que ce soit un Greenwood. Putain, si tu as le talent... Le mental, pour moi, c'est plus facile à acquérir, la discipline, la volonté, je fais les efforts. C'est plus facile ça que si tu es quelqu'un de très volontaire, de très fort, de très costaud dans ta tête, mais que tu n'as pas de talent. Zéro talent. Le talent, pour l'acquérir, c'est difficile, les amis. Le talent, si tu n'as pas le talent, tu peux avoir toute la volonté du monde... Si tu n'as pas le talent, tu n'as pas le talent. Il y en a, tu joues au boule avec eux, ils ne s'entraînent jamais, ils arrivent au cercle, ils font que des carreaux. Toi, tu vas être quelqu'un d'opiniâtre, qui se bat, qui lâche rien, mais bon, tu peux tirer 120 boules et tu en prends... Alors, tu vas progresser, c'est ce que je dis. Avec le travail, la répétition, la rigueur, l'envie, tu peux y arriver. Mais sur 100 boules, si au début tu commençais à toucher 20 boules, tu passeras peut-être à 60, mais tu n'en tireras jamais 100 sur 100. Tu peux travailler tant que tu veux, si tu n'as pas le talent avec toi au départ, tu vas progresser, mais tu n'y arriveras pas à 100 sur 100. Alors que quelqu'un qui tire aux boules naturellement, et il en chope déjà 85 sans s'entraîner, sans rien, le mec, il a que très peu d'entraînement à faire pour arriver à 90, 95, voire peut-être 100% de tir.
Donc le talent, c'est le talent. Et moi, les gens qui ont du talent dans la vie, peu importe que ce soit le foot, que ce soit peu importe le domaine, et qui le gâchent par manque de volonté, par manque d'envie, c'était pareil avec Payet. Tu prends Greenwood, tu prends Payet, tu prends Harit. Pour moi, c'est 3 cas à peu près similaires. Et c'est un talent de dingue. Payet, c'est un talent de fou. Harit, c'est moins que Payet, mais quand même bon niveau et bon potentiel. Et Mason Greenwood, pareil. Mais les mecs, de temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça ne fait pas les efforts. De temps en temps, ça n'a pas envie. Alors que tu prends un Valentin Rongier, ben, c'est beaucoup moins talentueux que Payet, que Greenwood ou que Harit. Mais le mec, c'est la volonté incarnée. Il est toujours là, il a toujours envie, il est toujours dans le coup. Ben, c'est plus facile pour moi, pour Payet, Greenwood et Harit, d'acquérir la détermination de Rongier, que de Rongier, d'un coup, de lui dire, allez, tu vas travailler, tu vas devenir Payet. Le talent, tu l'as ou tu l'as pas. Voilà. Donc, je suis plus gentil avec des Rongier, parce qu'ils ont l'envie, la détermination, et qu'ils jouent avec leurs valeurs, et plus dur avec des joueurs qui ont le talent, mais qui ne se donnent pas les moyens d'être bien au-dessus. Voilà. Exactement, 59 départements, comme Ben Arfa. Ben Arfa, un talent de fou. Voilà, et OM13 qui dit Federer avait le talent mais pas assez de mental comme Nadal ou Djoko. C'est pour ça que je suis cohérent dans mes analyses et que le Federer, je ne l'aimais pas parce que le plus grand talent de tous les temps, sans aucune discussion possible, mais est de l'OM pas le travail qu'il faut pour... Alors je peux pas dire ça parce que Federer, pour le coup, je le sais en plus, pour avoir vu des reportages ou avoir discuté avec des gens qui le connaissaient, il a vraiment bossé comme un fou, mais c'était plus une histoire de mental. Mais lui, pour le coup, des efforts, il en a fait de fou, quoi. Et sinon, il n'aurait pas été où il a été. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Donc, non, mais voilà. Bon, les amis, on pourrait discuter comme ça pendant des heures. Donc, je vous remercie d'avoir été présent sur YouTube, sur MyFossin et sur Twitch. On ne se fait pas le petit... bonus parce qu'il est déjà midi 17 et que Marine elle doit se dire quand c'est Seb ça ne finit jamais, mais parce que ça me fait plaisir de passer du temps avec vous. À très bientôt les amis, bye bye.